Bien, bonjour à tous. Alors, euh, oui, l'objectif, c'est de vous donner... Ça marche là? Bien. Ça marche bien, le micro marche, tout le monde voit à l'écran, nous sommes L'objectif, entre nous. c'est de vous donner quelques faits, quelques chiffres sur les impacts environnementaux. Donc, vous allez voir, on a préparé quelques éléments. Là, c'est exactement ce que vient de dire Emmanuel. J'aurais ajouté que euh, les impacts négatifs, enfin les impacts inhérents à l'activité emballage, sont aussi souvent compensés par le fait que l'emballage protège un produit. C'est-à-dire que la protection du produit, la bonne conservation du produit fait que cet emballage a un impact positif. On va le voir tout à l'heure dans les ratios qui vont être donnés. Alors, les chiffres importants, vous les avez au tableau. On mesure l'impact de tous les emballages dans les pays développés. C'est entre 1,5 et 2% des émissions de gaz à effet de serre. Ce sont des chiffres que j'ai pu compiler avec les États-Unis, qui sont plutôt à 2, le Japon, l'Europe, la France, 1,8. Donc on sait que les emballages contribuent de cet ordre. Vous voyez que c'est quand même relativement modeste. Hein. Si vous mettez ça en perspective avec, par exemple, l'impact du digital, c'est-à-dire d'Internet, des smartphones et autres, qui a dépassé les 10%, on voit qu'on ne joue pas dans la même catégorie. Deuxième chose que je voulais mettre en avant, ça c'est pas des chiffres du CNE, c'est des chiffres de l'ADEME, qui sont aussi vérifiés dans d'autres pays, notamment en Grande-Bretagne. Oui, excusez-moi Michel, pour les 1,5 à 2%, on source CNE, c'est C'est ça? des sources, ouais, enfin c'est des sources CNE, D'après données c'est des internationales. données qui sont plus ou moins disponibles dans les pays directement. Mais par exemple, le Japon, il y a une fédération de l'emballage qui calcule ça. Vous pouvez faire confiance aux Japonais pour le calculer précisément. C'est très bien, Donc c'est pour la source. c'est pour la source, d'accord. Les 5 à 8% d'emballage environnemental, ça c'est l'ADEME qui a fait ces calculs dans différents travaux qu'ils ont réalisés dans les années précédentes. Ça a été aussi vérifié avec nos amis anglais. 5 à 8% des impacts sont dus à l'emballage. Ce n'est pas ça qui est le plus important. Le plus important, c'est que 92 à 95% des impacts, c'est le produit. S'il n'y a pas de produit, il n'y a pas d'emballage. Mais vous comprenez bien à ce moment-là que l'emballage a un impact positif s'il arrive à sauvegarder tout ce que l'on va consommer, tout le contenu. Oui, par Donc, exemple, éviter le gaspillage alimentaire, ça fait partie des absolument, choses. absolument. Bon, un autre chiffre intéressant, c'est les taux de recyclage. Alors, il y a des taux qui sont différents parce qu'il y a les emballages ménagers qui sont gérés aujourd'hui par Citeo, 72%. Le 72 reflète d'ailleurs deux vérités, entre guillemets. Si on prend que le verre, qui a démarré bien avant l'existence de Citeo et d'éco-emballage, le verre est très très bien recyclé. Et si on enlève le verre de l'ensemble du reste des emballages, le pourcentage est entre 55 et 60. Ça veut dire qu'il y a encore du chemin à faire pour pouvoir recycler les emballages ménagers. Le taux de recyclage de 63%, c'est celui de l'ADEME. C'est un taux de recyclage qui n'est pas forcément calculé de la même façon que les emballages ménagers. C'est un des problèmes que l'on a en Europe, ça, hein, le calcul du taux de recyclage. Selon les pays, selon les organisations, ce taux n'est pas toujours calculé de la même façon. Et donc on ajoute la différence entre 63 et 72, c'est les emballages industriels Et commerciaux. et commerciaux. Bien, j'arrête là pour ce moment. Ça répond à votre première question et on reviendra pour la suite. Alors, Francesca Stevens, je m'adresse à vous maintenant, directrice générale d'Europen. Alors, les réglementations qui encadrent les filières de l'emballage évoluent, on va dire, régulièrement et fortement.
avec notamment en attente, et c'est une des attentes que j'ai vis-à-vis de vous, la révision prochaine de la directive emballage et déchets d'emballage. Que savez-vous sur ce que doit produire la Commission européenne? Je crois que des choses ont fuité. Dites-nous. Oui, bonjour. J'espère que tout va bien se passer avec mon français et que vous me compreniez. Oui, vous êtes pardonné, vous faites l'effort de parler français, merci beaucoup. Non, ça devrait aller. Parfois la recherche des mots, peut-être. Mais oui, donc on attend justement... Avec le micro très près de la Ouais, bouche, s'il vous on plaît. attend justement la publication de la proposition de la Commission pour la révision de la directive emballage. Ce qu'il faut savoir déjà, et comme vous avez dit, il y a eu déjà quelques fuites. Donc, on a eu une première, disons, vision, mais on comprend aussi que les travaux continuent. Donc, il faudra bien attendre la publication finale, disons, de la proposition qui est attendue toujours pour le 30 novembre. Donc, c'est très proche si la date est respectée. Mais ce sera un règlement. Donc, ça veut dire que ce sera, disons, d'un côté, une amélioration au niveau d'avoir des règles qui sont harmonisées au niveau européen, donc plus d'harmonisation, ce qui est très important pour les acteurs industriels, puisque une des problèmes principaux qu'on a eu jusqu'à maintenant, c'est la multiplication des mesures nationaux. Et donc, je dois dire que la France, dans ce contexte, ça a un peu le primat, en fait. On a été souvent au-delà. Oui, un tout petit peu. Et sans comprendre peut-être les effets sur le marché intérieur. Donc, puisqu'on parle de packaging, d'emballage, on parle en fait de biens emballés, de produits emballés. Donc, les répercussions au niveau commercial et des barrières au marché unique en Europe ont été énormes. Et bien sûr, il n'y a pas que la France qui a fait, disons, pris des mesures nationales. Mais donc, de ce point de vue-là, nous retenons une importante amélioration. Ce qui nous préoccupe de l'autre côté, c'est le fait qu'avec un règlement, on demande quand même aux entreprises de répondre à des obligations qui sont sur les entreprises. Et donc, les entreprises veulent bien faire ça, mais elles ne peuvent pas faire ça toutes seules. Donc, on a besoin des municipalités, on a besoin des gouvernements, on a besoin d'avoir, par exemple, la collecte, une réussite de la collecte au niveau européen pour qu'on obtienne, disons, les matériaux qui reviennent vers nous et les remettre dans l'économie circulaire. Vous disiez tout à l'heure que le fait qu'on ait une directive jusqu'à présent avait posé des problèmes de niveau d'avancement selon les pays ou d'interprétation, puisque les interprétations diffèrent selon les pays quand on est sous une directive. Et maintenant, vous nous dites que ça va être un règlement, et on peut aussi en déduire que les pays les moins avancés en termes de collecte et de tri vont être encore plus défavorisés. On peut l'interpréter comme ça, mais d'un côté, de toute façon, c'est un changement qu'on ne peut pas arrêter. Donc, on a besoin le règlement s'impose. Que tout le monde s'implique et voilà, que tout le monde participe. Donc, ce qui nous préoccupe, c'est que la proposition, en ce moment, met l'accent seulement sur la partie industrielle. Tout ce qui est infrastructure, tout ce qui est nécessaire pour aboutir au résultat n'est malheureusement pas là. Et donc, voilà, donc on est aussi fort préoccupé, disons, par le message qui est en train de passer en général depuis quelques années sur le rôle des emballages. Donc Michel a parlé avant un peu de ça. Il faut presque justifier pourquoi on a besoin des emballages. Donc, oui, c'est ça. On est devant une situation dans laquelle on ne comprend pas ou on ne veut pas comprendre que l'emballage joue un rôle essentiel dans la plupart des cas. Et donc, il faut bien observer quels sont les effets négatifs d'éliminer l'emballage sans des considérations ultérieures du point de vue climatique, environnemental, économique, de santé des consommateurs. Quelles sont les positions d'Europène, justement, puisque vous avez un rôle de lobbyiste important mais d'abord... vis-à-vis de la Commission, bien sûr. Oui, bien sûr. On est fortement impliqué, bien sûr, mais surtout pour être sûr que la proposition de la Commission va être basée, disons, sur des données scientifiques, des données économiques, des données environnementales. Et c'est là qui nous préoccupe de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Par exemple, il y a une prise de position presque de la proposition de règlement qui
nous donnerait un changement radical au niveau du recyclage. Donc le recyclage est vraiment mis de côté, j'oserais dire, à faveur du réemploi. Et ce n'est pas du tout de dire qu'on n'est pas en faveur du réemploi, bien sûr. Et j'entendais avant, on parlait dans les interventions précédentes, qu'est-ce qu'il faut faire pour passer d'une échelle petite à une échelle large, voilà, Industrielle, par exemple. industrielle pour le réemploi. Donc c'est une question que nous nous posons aussi. Mais disons que la solution, ce n'est pas simplement de mettre des taux de réemploi qui ne sont pas réalistiques. On parle de 95% pour les boissons, je pense, en 2040. Donc, voilà, c'est pas possible. Donc, on peut avoir des taux sur le papier, mais en pratique, il faut y arriver. Pour arriver, il faut toute une infrastructure, il faut un changement aussi de la mentalité du consommateur. Donc, ce que nous reprochons, c'est d'avoir vu pour le moment, au moins, des objectifs qui sont ambitieux. Et nous, on soutient certainement des objectifs ambitieux. Mais il faut aussi qu'elle soit réaliste. Voilà. Michel Fontaine, sur l'aspect réaliste Oui, des sur objectifs. l'aspect réaliste, je voudrais revenir sur un phénomène que tout le monde autour de la table a bien connu il y a 2 ans. C'est que quand on a eu à expérimenter la fermeture, le confinement dû au Covid, on s'est aperçu au bout de 3 semaines que fermer les usines d'emballage, eh ben, ça arrêtait tout. C'est-à-dire que d'un seul coup, les politiques qui étaient enfermés dans une sorte d'idéologie se sont rendus compte que mais finalement, s'il n'y a pas d'emballage, il n'y a plus de produits. Et c'est aussi simple que ça. Donc d'un seul coup, à l'Assemblée nationale, on a dit l'emballage devient essentiel. Nous, ça nous faisait plaisir. Hein, mais... Ça aurait été la même chose de dire que les transports étaient interdits. Voilà. Qu'attend, à l'inverse, européenne de l'Europe, Francesca Stevens? Qu'attendrait au conditionnel? Mais disons, on attend des propositions politiques et réglementaires qui sont basées sur des faits, sur des données effectives, ce qui peut vraiment permettre un changement. Ce qu'on attend aussi, c'est des mesures à l'égard des autres acteurs qui sont nécessaires, comme je disais avant, donc des mesures à l'envers des États membres. On sait qu'il y a une autre réglementation très importante qui doit être aussi, disons, changée. C'est la directive cadre sur les déchets. Donc, on attend ça pour le mois de mai ou juin l'année prochaine. Mais on a aussi entendu que la Commission a en tête une révision beaucoup plus petite de ce qu'on annonçait à l'avance. Donc, une révision qui ne va pas toucher aux responsabilités des États membres de faire plus au niveau de la collecte, au niveau de triage et au niveau de recyclage. Quel est le danger de ne pas impliquer toutes les parties prenantes? Quel serait ce danger? De ne pas impliquer, vous dites? Les parties prenantes, c'est-à-dire de ne pas dire dans le règlement les collectivités territoriales doivent jouer un rôle, les metteurs en marché doivent jouer un rôle, la distribution, les recycleurs. Ça serait quoi le danger de ne pas les citer? Qu'on ne va pas aboutir à des résultats qu'on s'attend. De créer le désordre. Voilà, mais tout simplement, disons, on aura des effets qui vont affaiblir la compétitivité des industries sans obtenir les résultats du côté environnemental, puisque la responsabilité de faire le design de l'emballage de façon qu'il soit réemployable et recyclable, c'est avec nous. Mais s'il n'est pas réutilisé ou recyclé en pratique, donc on n'aura rien obtenu. Et je crois que vous attendez aussi de la Commission européenne une définition, ne serait-ce qu'une définition du recyclage. Oui, tout à fait. De ce qu'est un emballage recyclé. Oui, tout à fait. Donc là, on soutient bien évidemment l'effort de la Commission d'établir une définition d'emballage recyclable, puisque ce qu'ils ont en tête et ce que nous soutenons, c'est effectivement de dire que l'emballage ne doit pas simplement être recyclable, mais aussi recyclé en pratique. Donc là, on est tout à fait d'accord. Où on a des soucis quand même, c'est que cette définition doit avoir une ampleur européenne. C'est-à-dire qu'on ne voudrait pas entendre que si dans un certain pays européen, on n'a pas les infrastructures, alors cet emballage n'est pas recyclable dans ce pays, puisque les États membres devraient avoir la responsabilité d'envoyer les déchets dans les pays qui ont l'infrastructure. On a un marché unique
on devrait aussi l'utiliser pour les déchets. Est-ce qu'on parle aussi d'analyse de cycle de vie, par exemple, au sein de la Commission européenne? Nous, oui. Vous, européenne, oui, mais pas la Commission européenne. Disons qu'on s'interroge justement sur les objectifs qu'on a vus dans la proposition, qui, comme je dis, ce n'est pas encore la version finale, mais on s'interroge justement sur les données qui sont derrière de ces objectifs, puisque nous, on ne sait pas les expliquer. Très bien. Je viens vers vous, Jean-Baptiste Puyou, PDG d'EVA Conseil. Vous êtes une société experte en analyse du cycle de vie, comme je le disais tout à l'heure. Et on revient à notre emballage, donc à nos emballages. L'emballage, ça n'est qu'un élément, et vous l'avez montré, Michel Fontaine, donc dans une analyse de cycle de vie complète et objective. Et puis, alors, il y a des contraintes qui sont liées aux metteurs en marché, puisque selon l'axe marketing que l'on va utiliser, on va modifier l'analyse de cycle de vie, ou en tout cas les résultats de l'analyse de cycle de vie, pour aller vers telle ou telle direction marketing. Comment mettre en œuvre une vraie analyse de cycle de vie globale? Alors, l'analyse de cycle de vie... Et ainsi, oui. Excusez-moi, mais ça peut paraître un petit peu décousu, mais et ainsi être très clair sur le rôle que joue l'emballage, le packaging, dans l'empreinte environnementale globale. Voilà. Ça, c'est toute la question. Oui, je vais commencer par ce point, parce que Michel Fontaine l'a dit juste avant, l'emballage, on peut dire, ne représente que 5, 8%, 10% en moyenne de l'impact. Procter & Gamble nous a dit 5% tout à l'heure dans une autre conférence. Oui. Voilà. Il y a des chiffres plutôt divers. Alors après, on regarde aussi de quel secteur on parle, parce que quand on va être dans les parfums cosmétiques, par exemple, où on a des emballages qui sont extrêmement élaborés pour peu de produits emballés, on a des impacts relatifs de l'emballage qui sont beaucoup plus élevés, par exemple. Absolument. Forcément. Alors dans les vins et spiritueux également, et là c'est un point fort de notre industrie ou notre savoir-faire français, on exporte des produits qui sont emballés et dont l'impact de l'emballage est supérieur à 10% de l'impact produit emballage, par exemple, sur des produits de luxe. Donc, alors en tant que cabinet conseil et indépendant, on a toujours un devoir d'objectivité. Et tout à l'heure, vous avez aussi posé la question de la globalité, l'ACV de la globalité de l'empreinte environnementale. De l'empreinte environnementale. Et on est un petit peu gêné parce que, par définition, une bonne analyse de cycle de vie, elle est rapportée à une fonction délivrée et à une famille de produits dans un contexte donné. Et donc, je pense que c'est aussi ce dont on peut débattre aujourd'hui, c'est qu'il y a des limites à l'analyse de cycle de vie, parce qu'on a du mal avec cette méthodologie à globaliser une analyse ou des résultats à un secteur complet, alors a fortiori l'emballage qui touche de nombreux secteurs. Bon, quelles sont les limites? Est-ce qu'il y a des limites objectives? C'est vraiment la première, c'est de rapporter l'impact à une fonction de produits comparables. Voilà. Est-ce qu'on peut comparer une bouteille qu'on sort à une occasion festive exceptionnelle à une boisson qu'on boit tous les jours? C'est pas le même service rendu. Dans le deuxième cas, on peut se dire finalement, je peux aussi boire de l'eau du robinet, ou je peux aussi avoir d'autres services comparatifs qu'on n'aura pas si on veut avoir un moment festif. Voilà. Ou alors la fête est triste. Ou la fête sera triste, et c'est aussi une fonction qu'on recherche, c'est d'amener autre chose que uniquement de l'utilitaire. Donc, alors là, j'en reste à des réponses un petit peu vagues en disant ça dépend des fois. C'est presque biaisé quelque part, parce que les écologistes vous répondraient, peu importe l'usage, l'analyse de cycle de vie, elle doit remplir certains critères. Oui, notamment les atteintes à la biodiversité, etc. Des critères techniques, on va tous être d'accord assez vite. Et d'ailleurs, on voit arriver l'affichage environnemental qui fait l'objet d'un travail de consensus entre les experts. Et donc là, dès qu'on rentre dans la technique, c'est-à-dire quel élément de l'emballage on prend en compte, quel facteur d'impact on lui associe, donc c'est quoi l'impact du kilo de verre, de plastique, de carton, on tombe à peu près d'accord, et en tout cas on est dans le progrès. Est-ce que ça apporte au packaging de prouver par ces données scientifiques justement l'analyse de cycle de vie? Alors ça sert des fois à éviter de fausses bonnes idées. Donc une analyse de cycle de vie peut stopper le choix d'une matière, le choix
ce qui peut paraître innovant, alors que vraiment on a des impacts augmentés. Donc, Ça peut guider l'innovation du packaging. et ça, c'est là-dessus qu'on travaille nous principalement. Donc on est quand même une centaine de personnes. C'est un peu très amusant de dire, la moitié de l'équipe travaille sur de l'ACV, de l'année cycle de vie, et l'autre moitié travaille à déconstruire ou à voir comment on peut aussi calculer autrement qu'avec l'année du cycle de vie. On en est quand même là aujourd'hui. Et c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on est challengé sur des indicateurs de circularité, sur des indicateurs d'empreinte sociale aussi, parce qu'entre deux choix de qualité environnementale différente, peut-être il y a 10-20% d'écart. Si on a plus de création d'emplois, plus d'équité dans la chaîne de valeur, moins de corruption ou de problématiques éthiques dans la production ou dans les filières de fin de vie, on va s'orienter vers une solution qui peut-être, d'un point de vue du CO2, d'un point de vue environnemental, est un petit peu moins bonne. Et ça devient aussi très intéressant dans le débat d'aujourd'hui. Bon, tout à l'heure, j'entendais Francesca Stevens qui disait il faut attention à la compétitivité des entreprises. Ça n'est pas qu'un garde-fou pour ne pas avancer, c'est aussi quelque chose d'intéressant à prendre en compte pour faire des choix. Alors des choix qui font progresser socialement, qui nous font progresser sur tous les plans. Donc voilà. Nous, quand on bloque sur une question scientifique, on ne sait pas répondre sur l'impact environnemental, on déporte aussi l'évaluation sur les aspects sociaux. Et c'est ça qui a changé aussi, ne serait-ce que pour ceux qui ont la mémoire des précédentes éditions d'All4Pack. En 2016, on avait sur ce plateau des exemples de fournisseurs qui rajoutaient une 5e couleur dans les ancrages des packaging, qui créaient des reliefs, etc. Tout ça aujourd'hui, ça ne rentrerait pas dans de bonnes analyses de cycle de vie. Donc tout a changé en très peu de temps, en fait. Je voudrais vous demander votre avis, au risque de bouleverser un petit peu l'ordre du jour. Guillemette de Chamard. Vous représentez Nestlé Waters, qui est un metteur en marché bien connu. Vous en êtes responsable environnement. Et chez vous, vous avez réalisé, et pas seulement vous, mais collectivement, une grosse analyse de cycle de vie sectorielle, donc, pour respecter en tout point la loi AGEC. Expliquez-nous. Oui, donc Nestlé Waters, c'est un membre de la Maison des eaux minérales. La Maison des eaux minérales, c'est le syndicat des eaux minérales en France. Et donc, ce que je peux raconter, c'est en effet une expérience de secteur qui lirait à peu près ce qui a été expliqué avant. C'est un secteur qui est très chamboulé depuis quelques années par les différentes réglementations, à la fois au niveau européen, au niveau français, où on a des targets, je dirais, d'autant plus stricts, encore plus stricts que certains autres secteurs. Donc si je donne quelques exemples, il faut qu'on ait réduit de 20% le plastique mis sur le marché en 2025. Donc ça, c'est beaucoup de secteurs longs. Mais par exemple, on a aussi une target d'avoir réduit de 50% le nombre de bouteilles mises sur le marché en 2030. Donc ça, c'est voilà. À usage unique. À usage unique, oui. Et en 2040, donc plus de plastique du tout. Aujourd'hui, c'est la très grande majorité des bouteilles qui sont faites en plastique. Donc on est vraiment dans une roadmap très très tendue, et on a une approche sectorielle de se dire il faut que tout le secteur se bouge, arrive à avancer, à revoir les emballages, sachant que nous, pour le coup, les emballages représentent plutôt 40% des émissions sur l'analyse de cycle de vie d'un litre embouteillé. Ça va être l'unité, l'unité utilisée. Donc 40%, c'est énorme. Dans ce cadre-là, donc on a réalisé une analyse de cycle de vie. Ça nous a mis à peu près 1 an et demi. L'idée, c'était d'utiliser des données du marché, donc vraiment d'aller les chercher auprès des fournisseurs, auprès de nous en usine, de refléter le transport et pas simplement de prendre des données, des bases de données qui existent, mais de se dire, OK, qui transporte comment, quel taux de remplissage, quel pourcentage de train est utilisé, train électrique, ça va etc., très loin. etc. Ça allait très loin, mais l'idée, c'était d'avoir des données qui reflétaient la réalité opérationnelle pour pouvoir après les présenter et avoir des chiffres qui ne pouvaient pas tellement être challengés de part et d'autre, et d'arriver à donner une vision objective autant que faire se peut, parce qu'on connaît les limites de l'ACV. On a d'ailleurs rajouté un indicateur de circularité à la réflexion. Et après, de pouvoir aller voir les pouvoirs publics, nos fournisseurs, nos transporteurs sur ces chiffres-là. Bon, les deux questions, c'est quoi les résultats et ça a servi à quoi? Les résultats, pour le faire vite, sur l'indicateur donc du carbone, parce que on sait que dans une analyse de cycle de vie, il y a plus d'une dizaine d'indicateurs. Certains sont assez abscons pour le commun des mortels, dont moi la première.
Mais assez souvent, on va au moins regarder le carbone, on va regarder l'empreinte eau, on va regarder l'utilisation des sols, souvent utilisés pour refléter la biodiversité. Le premier, c'est bien évidemment le carbone, parce que c'est quand même l'enjeu principal sur lequel les entreprises vont être challengées, comment vous décarbonez. Et puis c'est pondéreux, les eaux. Oui, oui, oui. 1 litre, 1 kilo, voilà, c'est pas trop Merci. compliqué. Et donc, pour la faire de manière très synthétique, sur le carbone, le pire qu'on puisse avoir pour de l'eau embouteillée, ça va être une bouteille en verre à usage unique. Ensuite, on va avoir, donc pour 1 litre embouteillé, après on va avoir les canettes. Ensuite, on va avoir le verre consigné. Et ensuite, on va avoir à peu près équivalent une brique, enfin la brique et une bouteille en PET. Les ordres de grandeur, on est à peu près sur le dernier autour de 130 grammes par litre embouteillé, l'équivalent CO2, jusqu'à 830 grammes quand on parle de verre à usage unique. Donc ça, c'était voilà, la première Ça, c'est conclusion. pour le côté carbone lié aux différentes familles de Ouais. techniques employées. Voilà, Comment c'est est-ce qu'on peut passer ? Non, on ne peut pas passer en Très fait de l'un à l'autre sans que c'est. Donc la deuxième conclusion, ça a été de s'apercevoir que plus l'emballage était grand, mieux c'était en termes de voilà. Donc c'est-à-dire qu'une bouteille en 0,5 va impacter plus au litre embouteillé qu'un bidon de 5 litres. Donc ça, on sait qu'on a il y a un travail à faire. Au moins, vous l'avez prouvé de manière scientifique. Ça, Voilà. c'est important. Vous en avez déduit une feuille de route. On en a déduit une feuille de route, donc sur ces différentes conclusions. Dans le cadre du décret 3R, le gouvernement demande au secteur de proposer une trajectoire 3R. Et donc, on s'est basé sur ces différentes conclusions pour dire, voilà, qu'est-ce qui peut être fait en termes de réduction. En effet, il y a encore sans doute un levier de réduction de grammage qui peut être fait. En termes de réemploi, aujourd'hui, par exemple, on a nous 90% des bouteilles en CHD, donc tout ce qui est hors domicile, qui sont déjà consignés. Mais maintenant, c'est comment est-ce qu'on arrive à faire des pilotes sur le réemploi en retail, enfin dans les magasins, avec toutes les contraintes sanitaires que ça peut représenter, et puis surtout, qu'est-ce que les consommateurs sont prêts à faire en termes de réemploi. Enfin voilà, c'est des nouvelles habitudes. Vous avez déjà commencé d'ailleurs, enfin le secteur a commencé avec des Oui. initiatives en supermarché, en GSA. Oui, donc pour l'instant, c'est des toutes petites initiatives, mais c'est déjà pour les voir un peu le taux de prise. Autant le marché allemand, on sait que les personnes sont tout à fait habituées à revenir avec leur bouteille. Donc aujourd'hui, ça serait donc en verre dans un grand magasin. Aujourd'hui, déjà c'est lourd, c'est pas dans les habitudes. Donc si on veut développer le réemploi en France, ça se ferait comment ? Est-ce que ça se ferait par le drive ? Est-ce que ça se fait par la consigne à domicile ? Est-ce que les personnes sont prêtes à ramener ? Mais est-ce que dans un petit magasin, est-ce que ça se fait à pied ou que dans les grandes surfaces ? Tout ça, c'est des grandes réflexions qui ne peuvent pas se faire du jour au lendemain. Or, on a des targets qui doivent être tenus à horizon 1-2 ans. Très court, oui, effectivement. Donc, Trop court pour l'expérimentation, en réalité, si on comprend bien. en tout cas, il faut que ça prenne vite. Très, très court. Et il faut surtout que tous les acteurs de la chaîne soient prêts. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Parce que le réemploi, ça demande surtout un gros travail qui doit être réalisé au niveau de la logistique, la boucle retour. Et aujourd'hui, elle n'existe pas, cette boucle retour, sur le retail. Donc ça fait partie des grands enjeux, et maintenant on va discuter avec les différents partenaires, avec ces données d'ACV, pour se dire comment on va plus loin ensemble. On comprend bien, effectivement, merci pour ce témoignage, l'importance de l'analyse de cycle de vie dans l'évolution pour déterminer les leviers d'évolution du packaging, donc dans ses usages, dans ses innovations, éviter les fausses bonnes idées, c'est ce que vous disiez, Jean-Baptiste Puyou. Encore faut-il que le consommateur soit prêt, soit informé, et ça c'est une des missions importantes de vos organisations. Et je commence avec vous, Francesca Stevens. Europen a lancé une campagne d'information du grand public qui s'appelle Packaging with Purpose. Pouvez-vous nous en donner les principaux messages ou les commitments en fait ? Oui, en fait, je voudrais dire que c'est très basique, mais apparemment, on a besoin de le faire. Comme je disais avant, on s'est vraiment rendu compte qu'il y a cette perception que le packaging est inutile. D'ailleurs, on le voit aussi au niveau de la législation. Là, encore une fois, si vous me permettez, la France a été le pionnier en interdisant l'usage de packaging plastique pour les fruits et les légumes.
Et apparemment, Bruxelles voudrait bien suivre cet exemple. Et si je ne comprends pas bien, aussi sans aucune valuation des impacts au niveau de la protection, disons, des fruits et des légumes, au niveau de production de déchets. Donc, c'est un des éléments aussi qui nous a un peu amené à dire il faut peut-être qu'on fasse un petit effort pour essayer d'expliquer pourquoi on a besoin de packaging, par exemple, pour prolonger la vie des produits. Pour les transporter de façon sûre, pour qu'il n'y ait pas de contamination. Donc, on prend vraiment en analyse toutes les différentes fonctionnalités, soi-disant du packaging, pas seulement pour la partie en fait alimentaire, mais aussi pour tout ce qui est produits pharmaceutiques, qui on voit bien aussi dans la proposition de réglementation de la Commission, apparemment ont été complètement oubliés. Je voudrais mettre l'attention, par exemple, sur les objectifs, les obligations, en fait, de contenu recyclé plastique qui seraient contraignantes et qui font pas vraiment de distinction, en fait, dans les différents types de produits et packaging. Donc, on parle de contact sensitive, mais en tout cas, ce sont des objectifs qui ne peuvent pas être atteints dans l'industrie, une bonne partie de l'industrie alimentaire et surtout par l'industrie pharmaceutique et médicale. Donc, on ne sait pas bien exactement comment on pourra mettre du contenu de plastique recyclé quand c'est même interdit par la loi. Donc, il y a toute une réglementation au niveau pharmaceutique, médical et aussi alimentaire qui interdit en ce moment, surtout sans des techniques technologiques comme par exemple le recyclage chimique, qui sera essentiel en fait pour assurer la même qualité en fait du matériel recyclé et celui disons primaire. On peut retrouver d'ailleurs beaucoup d'informations sur le site d'Europen sur Packaging with Purpose. Michel Fontaine, le Conseil national de l'emballage a également rédigé une série de documents écrits qui sont à destination du grand public, qui s'intitulent « Pourquoi s'emballer ?» Voilà. Et pourquoi ne pas s'emballer d'ailleurs? Oui, en fait, tous les professionnels des produits ou des emballages sont toujours surpris que l'on questionne l'utilité de l'emballage. Et pourtant, l'emballage est tellement attaqué, décrié. Et pourtant, on est obligé de le faire et on le fait avec grand plaisir. L'emballage est utile. On en parlait, une réunion juste précédente à la vôtre. Dès que vous avez, par exemple, je vais prendre l'exemple de l'eau, dès que vous avez une source qui produit à un endroit et que vous avez des consommateurs ailleurs, emmener l'eau, on ne l'emmène pas par Internet, on l'emmène dans des emballages. Hein, il faut bien emballer les produits, je veux dire, il n'y a même pas de question. Donc il faut qu'on le rappelle, mais au-delà de ce rappel général sur l'utilité de l'emballage, le CNE, effectivement, a écrit un certain nombre de documents qui ont trait à la santé, bien sûr, à la sécurité, qui ont trait au transport, à la protection, à la compatibilité. Je dois avoir la liste quelque part de tous les documents que l'on a écrits il n'y a pas si longtemps. Voilà. Donc, je rappelle au passage que les documents du CNE sont accessibles gratuitement sur notre site. Ils sont en français et en anglais pour ceux qui travaillent dans des sociétés qui parlent anglais. Et il y en a, je crois, qui parlent anglais dans leur société. Donc, vous voyez qu'on essaye d'adresser tous les sujets. Pour la question que vous avez posée, on a pour l'instant fait 4 documents sécurité, hygiène, l'usage. On oublie parfois qu'au bout du bout, il y a un consommateur et que le consommateur, il a des attentes et qu'il faut satisfaire les attentes du consommateur. La fabrication, hein, on aime à rappeler au CNE que la bouteille de champagne participe à la fabrication du produit et donc si elle a une certaine épaisseur, une certaine forme, c'est pas complètement par hasard, c'est pas un délire marketing, c'est une bouteille qui existait avant que le mot marketing n'existe. Et puis la logistique des produits, tout le monde sait que ça sert à transporter et à protéger. Donc vous retrouverez à l'intérieur de notre site l'ensemble des documents qui, à chaque fois, rappellent toutes les fonctions de l'emballage vis-à-vis du produit qu'il contient.
Voilà, donc merci pour ces précisions. Effectivement, c'est très bien fait. J'ai consulté les 4 fascicules. Il y a vraiment de l'information importante et à reprendre même dans des services de communication des metteurs en marché. Francesca Stevens, est-ce que Packaging with Purpose a déjà eu un impact et est-ce que vous êtes capable de le mesurer? En Italie, par exemple. Ce qu'on voit, en fait, c'est qu'il a obtenu beaucoup d'intérêt, en fait, aussi de la partie d'autres associations européennes qui, elles, utilisent le packaging, les emballages dans leur secteur. Donc, différentes associations dans tous les secteurs. Par contre, ce n'est pas seulement aussi dans les fast-moving consumer goods, c'est pas seulement l'alimentaire, c'est aussi des produits électroniques, c'est aussi l'industrie, par exemple, des jouets, des matériaux sportifs, puisque on a vu dans les surtout deux dernières années qu'il y a aussi des secteurs qui n'étaient pas avant si impactés par tout ce qui est réglementation sur les emballages ont commencé à avoir des impacts concrets aussi sur leur activité et, comme je disais avant, sur le marché intérieur, surtout question de en fait, information aux consommateurs qu'ils doivent fournir. Comme je disais à l'avance, on a eu vraiment une multiplication des demandes des mesures différentes nationaux. Et donc là, on a vu vraiment une prise de conscience aussi des secteurs au-delà des alimentaires ou de pharma ou de la cosmétique. Et ça, c'est aussi pour dire que l'emballage, ça touche vraiment à tous les secteurs de l'économie européenne. Et c'est ça, je pense, qui n'est pas malheureusement bien compris, aussi au niveau des implications, comme je disais avant, économiques pour tous les secteurs européens. Donc, c'est bien, disons, l'aspect de la circularité, c'est essentiel. Mais ce qu'on oublie, c'est si ça ne va pas donner des résultats concrets au niveau environnemental et aussi au niveau des concurrences sur l'échelle globale, ce n'est pas un exemple que le reste du monde va suivre. Donc, il faut avoir un exemple qui, c'est vraiment un exemple de succès dans les 2 domaines. C'est ça, effectivement. On a trop tendance à chercher des solutions d'abord nationales. Et puis, il ne faut pas oublier que l'Europe n'est qu'une partie du monde, effectivement. On va vous passer le micro dans la salle pour les questions que vous avez à poser. Il nous reste quelques minutes ensemble, donc on va en profiter. Levez la main pour poser les questions que vous avez à poser. Et puis, une hôtesse vient vous apporter le micro. Y a-t-il des questions donc, relatives à cet emballage dont on parle depuis 40 minutes maintenant? Madame. Bonjour, Virginie Gallet du pôle de compétitivité de La Réunion Calitropique. Voilà, j'ai déjà posé il me posait une question hier par rapport aux consignes de tri dans les DOM, notamment où on est un peu en retard. Moi, j'avais plus une question autour des ACV. En fait, à La Réunion, on a beaucoup de petites et moyennes entreprises qui sont, on va dire, dans la restauration et même dans l'emballage de produits alimentaires et autres, qui sont poussés par la demande consommateur et aussi par tout ce qui est circulé par les médias à vouloir remplacer le plastique à tout prix. Sauf que ce n'est pas des entreprises comme Nestlé qui peuvent faire des études poussées sur des ACV avec des bureaux d'études qui coûtent parfois assez cher. Donc comment les aider et les accompagner dans ce changement-là, dans les aiguiller au mieux avec des outils un petit peu peut-être plus simples que vraiment une étude ACV poussée, sachant qu'en plus, à La Réunion, on ne peut pas vraiment se baser sur des études ACV qui sont globalisantes au niveau national parce qu'on a des filières qui sont complètement différentes avec de l'exportation de nos déchets, beaucoup d'enfouissement, pas d'incinérateurs encore. Voilà, donc c'est une question un peu ciblée, mais on oublie souvent les DOM dans ces questions. Donc voilà, j'aimerais bien remettre ça. Jean-Baptiste Pillou. Oui, alors, bon, une ACV aujourd'hui c'est accessible à travers des outils. Si on n'est que sur l'emballage, par exemple, vous avez l'outil BI de Citeo qui est gratuit. Vous avez aussi des outils qui peuvent être emballage et produits qui sont vraiment abordables. C'est à comparer à des outils presque de bureautique, hein, quand vous avez acheté un pack avec Word, etc. C'est quand même nouveau et c'est donc accessible de plus en plus. Après, pourquoi faire des ACV à une petite échelle comme ça, alors qu'on peut aussi s'appuyer sur des politiques publiques ou des choix d'éco-conception qui sont des indicateurs de conception. Alléger, réduire les distances,
améliorer la recyclabilité. C'est ce qu'on appelle des indicateurs de performance, tout simplement. On n'est pas obligé de calculer des équivalents CO2, des consommations d'eau, et alors les indicateurs complexes, l'eutrophisation de l'eau, l'oxydation photochimique. Voilà, donc... Alors, madame. Justement, je veux ne pas arriver en là. Enfin, en fait, la CV n'est pas pertinente pour ces petites entreprises. Donc, Voilà, comment on peut faire voilà. voilà. Michel Fontaine. Oui, on a essayé de travailler au CNE sur le type d'impact, hein, puisqu'on vous a parlé tout à l'heure de pourcentages globaux, moyens. J'aurais dû effectivement citer que les eaux minérales étaient parmi ceux qui impactaient le plus au niveau emballage, mais vous en avez d'autres qui sont à 1 ou 2%, ce qui fait que la moyenne est celle que j'ai indiquée. Ce que je voulais dire, c'est que on sait que les deux impacts majeurs des emballages, ce sont le CO2 et l'eau, l'utilisation de l'eau. Donc déjà, vous pouvez vous limiter, comme le dit Jean-Baptiste, à ces deux indicateurs clés qui vont représenter probablement 80% du problème. Et à ce moment-là, vous pouvez assez facilement voir si une solution consomme 4 fois plus d'eau que l'autre ou 10 fois plus de CO2. D'accord ? Vous n'êtes pas obligé de faire une ACV qui adresse les 15 impacts que tout le monde se reconnaît à être les impacts principaux sur l'environnement. Avec deux, vous commencez déjà à dégrossir le problème. C'est ça, d'autant plus que si j'ai bien compris, vous avez des handicaps de départ en termes de collecte, de tri, de recyclage. Ou en tout cas, que ce qu'on peut trouver par exemple dans BI, hein, qu'on utilise un petit peu, n'est pas forcément le reflet de ce qui se passe à La Réunion, parce que les pourcentages ne sont pas exactement les mêmes. Et quand on parle d'une situation qui est vraiment régionale, là pour le coup, parce qu'on est très loin, voilà, on ne peut pas se baser là-dessus. Donc ne restez pas sans rien, commencez par le minimum concret, effectivement, c'est le message de Michel Fontaine. Une autre question ? Je ne vois plus de... Monsieur. Bonjour Gilles Paco, ex-CNE. Dans les différentes expérimentations qu'il y a eu depuis une dizaine d'années, il y a un indicateur qui a été souvent évoqué et qui est très complexe à mesurer, qui est la biodiversité. Comment oui, ça fait partie des difficultés. On en parle énormément, mais comment est-ce qu'on les mesure? Et de mémoire, les indicateurs, même dans le cadre de la loi AGEC, bute un petit peu là-dessus, effectivement. Bon, déjà, faut admettre que c'est complexe parce que c'est un indicateur, on va appeler endpoint, parce que même alors le CO2, les émissions de gaz à effet de serre, l'épuisement de la ressource en eau, certaines atteintes à l'écosystème quand on va extraire des minerais aussi, de toute façon, tout ça converge potentiellement vers des atteintes à la biodiversité. Ou l'utilisation des sols, comme disait Guillemette de Chamard tout à l'heure. Et c'est pour ça qu'on a l'utilisation des sols, qui est un indicateur intéressant déjà, qui regroupe d'autres indicateurs ou qui donne un impact. Une idée, on a aussi l'écotoxicité, donc ça on la mesure en ACV, mais ça ne fait pas toute la biodiversité. Donc c'est là où il y a un angle mort clairement de l'analyse de cycle de vie. Mais de plus en plus, on a une approche combinée avec une expertise d'écologues, des approches qui sont de mesures, un peu comme quand on fait de la RSE dans l'entreprise, on va questionner sa chaîne de valeur, on va poser des questions sur l'environnement dans la chaîne des fournisseurs, dans la chaîne de valeur, on va aussi poser des questions sur l'atteinte à la biodiversité à chaque étape du cycle de vie du produit, donc de l'emballage. Les fournisseurs de rang 1, de rang 2, de rang 3. Donc ça peut quand même s'agréger sur un cycle de vie et apporter une information complémentaire. Bon, alors on peut l'appeler qualitatif, on a quand même des données derrière chiffrées, hein, mais ça peut se calculer en parallèle. Bon, c'est comme les accidents du travail, ça ne peut pas se mesurer dans un outil calculatoire, in abstracto comme ça. Il faut poser des questions, ça dépend des pays, ça dépend voilà, de la façon dont la chaîne de valeur est organisée. Voilà, mais on est loin de l'oublier. Par contre, ça ne rentre pas dans l'outil calculatoire exactement. C'est en parallèle. Et on donne le mot de conclusion à Michel Fontaine. Le mot de conclusion, c'est très bien. Moi, je voulais remercier Francesca d'être venue jusqu'à nous donner les dernières informations. Packaging with Purpose, c'est exactement ce que l'on dit, nous, en français. Hein, c'est-à-dire les fonctions, l'utilité et j'allais dire
le côté essentiel de l'emballage. Donc, Impact relatif, fonction essentielle, produit qui vit dans son temps. Absolument. Et qui n'a pas peur de l'innovation. Merci beaucoup Francesca, merci Guillemette, merci Jean-Baptiste et merci Michel Fontaine pour avoir agrégé ces intervenants dans cette conférence fort intéressante. On peut applaudir nos intervenants, mesdames, messieurs.